Coucou mon pompon. Aujourd'hui, je vais te parler de vampires. Non mais c'est bon, tu peux sortir la tête de ton pompon mon lapin. Il est gentil celui d'aujourd'hui. Enfin, gentil. C'est pas non plus la définition du nice guy, mais en tout cas, c'est sans danger. Aurais-je pu sortir cet épisode pour Halloween il y a 2 semaines? Oui, tout à fait. Y ai-je seulement songé? Nope. Je respire fort et je lâche prise. Alors, notre héros du jour fait partie de l'univers Marvel. Il apparaît dans les comics en 1973, mais moi c'est en 98 que je le découvre au cinéma dans le film sobrement éponyme Blade avec Wesley Snipes. J'ai réussi à le dire, j'y arrive jamais. En tout cas, il faut reconnaître qu'il est vraiment Y2K as fuck ce film. On va revenir sur l'esthétique du bazar dans l'épisode, mais si tu veux bien comprendre ce qu'est le style Y2K ou Year 2K, et même en apprendre un peu plus sur la mode corrélée qu'on voit un petit peu dans le film de l'afrofuturisme, je ne peux que te conseiller d'aller regarder. Mais reviens ici, pompon, après avoir écouté cet épisode, bien sûr. Donc, je te conseille vivement la vidéo de Tentacule, le style Y2K, le fantasme de l'an 2000. Si tu m'écoutes sur YouTube, je tâcherai de te mettre le lien dans la description. C'est très cool. Toute la chaîne vaut la peine d'ailleurs. Asie. Je découvre donc Blade sur les écrans. Je suis à peu près sûre d'avoir vu le 2, mais j'en ai aucun souvenir en vrai. Et je n'ai pas re-signé pour le 3, ça c'est certain. Chez Blade, il y a un côté qui me plaît un petit peu moins, de héros trop efficaces, très stéréotypés, on va y revenir aussi, et qui s'inscrit dans la veine des vampires hybrides ou spéciaux qui ont fait les belles heures des salles obscures ces 20 dernières années. Hop là. Pardon, j'ai enfilé une veste en faux tweed au-dessus de la super combi par inadvertance. Les belles heures des salles obscures, non mais... Et puis quoi encore ? On va faire un petit point sur le vampire en général et le pas comme les autres en particulier. Là, tout de suite en intro, comme ça, boum, on part sur les mêmes bases pour parler de notre perso du jour, ou plutôt de la nuit, puisque celui-ci n'est pas un vampire conventionnel dans la mesure où il a hérité des pouvoirs du vampire Deacon Frost qui a littéralement saigné sa mère alors qu'elle était enceinte. Du coup, les enzymes sont passées dans le sang du mouflé, mais celui-ci reste un humain. Mais revenons d'abord sur le vampire. Je t'en ai déjà parlé dans d'autres épisodes et notamment dans celui sur les zombies. C'est un mythe qui se renouvelle et ne cesse de séduire depuis longtemps. Blade, le comics, regorge d'ailleurs de références aux grands classiques. Il s'associe un temps avec un descendant de Jonathan Harker, le narrateur du célèbre Dracula de Bram Stoker, ainsi qu'avec la petite fille de Van Helsing, le plus famous des chasseurs de vampires. À part Buffy, bien sûr. Il a pour ennemi récurrent nul autre que Dracula, et on retrouve même Lilith, la première Ève, la Mother of the Vampire, dans son univers. Mais bon, je vais pas évoquer le traitement de ce perso dans les comics, ça va me mettre chiffon grognon. Toujours est-il que le vampire appartient au type de monstre fantastique dont la particularité est d'être, au départ, un être humain. C'est en soi une sorte de mutant. Et contrairement aux zombies, que personne n'a envie de devenir, il fascine par sa beauté, son charisme, sa longévité, ses pouvoirs immenses. Bon, c'est une version augmentée, puissante de soi, une sorte de représentation symbolique du surmoi, l'image sociale que l'on souhaite renvoyer en psychanalyse, alors que le zombie, pas tellement, tu as compris. À cette fascination s'ajoute le caractère extrêmement sexualisé du vampire. La beauté fatale, la tentation, l'opposition à la morale chrétienne, la vie de nuit, les baisers dans le cou et la transmission de son état par le sang, on n'est pas loin d'une petite syphilis. Et puis, malheureusement, tout ceci joue sur une forme d'érotisation du danger. Une bonne culture du VIOL, faut reconnaître. Mais quand même, la créature fait un peu trop peur.
d'où l'apparition progressive des hybrides ou des vampires spéciaux. Alors, je te préviens, hors de question que je te cause de Twilight ou la version végétarienne du mythe, mais tu comprends aisément que l'aspect plus que problématique du couple proposé par Stephenie Meyer ne vient pas que de sa tête à elle. Il y a vraiment quelque chose de puant au royaume du fantasme vampirique. Cela avait d'ailleurs fini par être adressé dans Buffy, avec Angel et Spike qui récupèrent leurs âmes et qui entretiennent une relation questionnable avec l'héroïne. Avec Blade, on évite complètement cet aspect-là. Ici, on est plutôt sur la quête du héros unique, élu en quelque sorte. Dans la même veine, excellent ça, la même veine, on peut penser à l'anime Blood, où ce qu'une gamine Mother of the Vampire a du sang fatal pour ces petits monstres, ou encore au Marvel Morbius, qui est un vampire qui n'est pas un vampire, il a tout pareil, quasi, mais lui c'est différent, c'est scientifique son état à Skip. D'ailleurs, Blade est en quelque sorte doublement hybride, puisque Morbius le mord. Car vu que c'est un vampire qui n'est pas un vampire, le gars Blade n'est pas immunisé contre sa morsure, figure-toi. C'est une sorte de variant du virus, quoi. Du coup, il récolte encore plus de power, bref. En gros, c'est toujours le même principe. On peut les prendre pour héros, puisqu'ils ne sont pas du côté des vilains, et ils sont les seuls à avoir la force nécessaire afin d'être un rempart à la menace. Néanmoins, cette menace, ils la portent en eux. La notion de perte de contrôle est donc également une thématique récurrente dans les histoires de ces héros-là. Alors justement, voyons un peu comment Eric Brooks, l'humain surnommé Blade, va parvenir à cibler ses failles et à booster les ressources que son vampirisme lui a conférées pour devenir une machine à déboîter les vilains. C'était une intro un petit peu trop longue ça, mon pompon. J'ai battu mon record, je crois. Les vampires, moi, n'aiment pas ça, alors je pourrais en parler jusqu'à la fin des temps, mais Kachi me fait les gros yeux derrière, donc j'accélère. Alors, Blade, c'est un peu Hannah Montana. Alors, tu l'avais pas vu venir celle-là. He get the best of both worlds. Il a toutes les capacités des vampires, boostées plus tard par Morbius, mais il n'a aucun de leurs points faibles. Bon, en vrai, il a une petite sensibilité à la lumière, mais il peut déambuler en plein jour. Moi, je soupçonne que le gars cherche juste un prétexte, car les lunettes de soleil, c'est grave stylé. Et peut-être aussi qu'à force de traîner en boîte de nuit, il se cogne une gueule d'up de l'enfer depuis des décennies. Anyway, reconnaissez qu'il y a un peu abusage dans la distribution des avantages. Et en même temps, Hannah Montana, ouais, je suis en train de te parler prom dog de cette série au milieu d'un épisode sur Blade, il y a quoi ? Hannah Montana, ce qu'elle garde de bon dans les deux mondes, ce sont ses amis. C'est sa force, en dehors de son talent bien sûr. Blade, des copinous, il en a pas tant. Déjà, je te rappelle la genèse. Il naît littéralement orphelin dans un bain de sang. C'est déjà pas mal comme démarrage pourri dans la vie. Mais en plus, sa maman travaillait dans une maison close. Bébé Blade est donc élevé dans cet environnement, disons, particulier pour un enfant. Après, les meufs de la maison close, elles vont lui apprendre à être badass et à survivre à tout, ça c'est sûr. Mais quand même, c'est chaud. Et puis après, il aura surtout du mentor qu'aura capté le potentiel de malade du piou-piou. Mais de cette enfance, Blade garde une défiance viscérale envers autrui. Il s'associe de temps à autre à d'autres héros, mais il aspire très vite à retrouver son indépendance. Il sait que l'homme est mauvais, et comme il considère les vampires comme ses ennemis jurés, il se retrouve un peu tout seul sur la ligne de combat qui les sépare. Blade n'est pas un héros altruiste et compatissant. Il lutte contre le mal par vengeance, pas pour préserver le bien. T'as qu'à voir la première scène mythique du film. Une go vampire ramène un random crétin dans un nightclub interlope. C'est la première fois que je pense à caser interlope. J'adore ce mot. Interlope. C'est rigolo. Or donc, c'est l'entrée d'une boucherie, mais genre grossiste, pas ta boucherie de quartier. La caméra suit les deux persos entre des carcasses de bœuf suspendues avant d'arriver à la discrète porte de la boîte de nuit clandestine. Alors déjà là, on a de quoi dire.
C'est un très chouette recyclage de nature morte. Aucune esthétique ne se construit sur du vide. Aucun symbole fort ne déboule tout nouveau tout beau au détour d'une rue. Nous sommes des êtres imprégnés de culture, qu'on le conscientise ou non. Or, la nature morte, c'est un genre très ancien dans l'histoire des arts. En gros, ça a consisté à représenter des choses inanimées, pas des paysages, plutôt des compositions, des bouquets de fleurs, des instruments de musique, du gibier, hélas, des tables finement dressées, etc. C'est un style de peinture qui est un rappel constant aux 5 sens. Je t'ai déjà expliqué à quel point en sophrologie on utilise les 5 sens de partout comme des fifous, donc tu imagines bien à quel point ce style-là me parle. Et l'une de ces grandes catégories se nomme la vanité. C'est quand l'artiste rappelle au spectateur que tout est vain. Les plaisirs des sens, la science, les conquêtes guerrières, la richesse, puisque tout finit de la même façon, quick, dead. Dans ce genre-là, on trouve beaucoup d'évocations du temps qui passe, mais aussi bien souvent des crânes, genre nonchalamment posés sur un bouquin, parce que qui ne s'est jamais servi d'un bout de cadavre comme presse-papier, franchement ? Je vois que tu te grattes le pompon avec circonspection, mon lapin. Mais pourquoi donc que je te cause de ça en plein milieu de la scène d'intro de Blade ? C'est ça que tu te demandes, Disciplus Pompex. Eh bien, parce que l'une des branches de la nature morte / vanité, c'est le motif du bœuf écorché, qu'on retrouve jusqu'au XXe siècle en peinture, mais aussi en poésie chez Guy Vic par exemple. Le bœuf écorché, c'est l'identification du mangeur de viande à la chair qui pend devant lui. C'est le rappel que tu seras toi aussi cette carcasse d'une manière ou d'une autre. Dans la scène du club, c'est très judicieux, puisque l'humain est littéralement un futur casse-croûte pour les vampires, mais aussi parce que ça démarre le film dans cette tonalité de vanité. Je t'ai parlé du Y2K tout à l'heure, on est dedans, petite ambiance de fin du monde annoncée avec le passage à un nouveau millénaire et le fameux bug de l'an 2000. Bref, on entre dans la discothèque. Les couleurs sont au nombre de 3, du noir, du blanc et du rouge. Simple, efficace. D'abord, le rouge pour revêtir l'humain, tel un bœuf écorché en devenir. Et ensuite, parce que figure-toi qu'il y a des douches qui font pleuvoir du sang en tabernacle au climax de la musique électro-techno balancée par le DJ. Ralenti, musique diégétique étouffée, son de respiration poussé à fond, tout le monde est rouge maintenant. L'humain rampe entre les coups de pied amusés de ses prédateurs et il arrive devant une grosse boots. Contre-plongée, c'est Blade, tout de noir vêtu, immaculé lui, pas une goutte de sang. Trop stylé. On ne lit rien d'humain dans son visage. Son regard est masqué par ses lunettes de soleil, en pleine nuit, en boîte de nuit, bon. Pas de main tendue aux congénères rampants, limite on sent le jugement porté sur le blaireau qui s'est fourré dans ce bourbier. Je t'avais dit qu'il n'était pas le sauveur de la veuve et de l'orphelin classique. En revanche, gros silence dans le club. Ils sont au moins une centaine, il est seul. Et pourtant, la terreur se lie dans les corps qui rasent les murs comme des animaux soumis et effrayés en cherchant la sortie. Tout seul, il provoque cela sur l'assemblée de ses ennemis. Tout seul, comme s'il n'existait que pour exceller dans cette fonction solitaire, être la bête noire de nos pires cauchemars. C'est ça qui fait que les aventures de ce héros sont super pour tout ce qui est style de malade et belle castagne. Ah là, on en a pour son argent. On en prend plein les mirettes. Bon, écoutez, visiblement, j'ai 120 ans. Mais Captain Sophro, ça veut dire que vous aussi, vous êtes un vampire ? Ah non, pompon, ça veut juste dire que je suis une grosse ringarde. Bref, sinon, c'est vrai qu'on a un peu de mal à relate avec Blade. C'est trop une machine. Et en même temps, les rares fois où il baisse un peu la garde, où il montre un peu de lui à quelqu'un, on devine l'enfer d'une telle existence et l'abnégation remarquable qu'elle nécessite. Depuis son plus jeune âge, le gars est en mode survie. Depuis son plus jeune âge, le gars développe ses skills, s'entraîne, se muscle, apprend toutes sortes de techniques de combat. Il ne fait qu'évoluer.
On le voit bien par ses armes, par exemple. Il puise aussi bien dans l'inventivité scientifique d'Abraham Whistler, son Q personnel en quelque sorte, et vas-y qu'on a des balles en argent fourrées à l'ail, s'il vous plaît, des rayons ultraviolets, tout ce qui peut taper dans les talons d'Achille vampiriques. Et il pioche aussi dans le style de combat fétiche de ses acolytes éphémères. Je pense, par exemple, aux espèces de poignards en bois, un peu en forme de pieu, bien sûr, qu'il adoptera comme arme de prédilection après la mort d'Orgy. Non, pas les cafards, tu cesses, Pompon. Blade, c'est un genre de shonen raté. Il ne se nourrit pas de l'amitié, mais il absorbe tout ce que la mort lui laisse. Sa mère, son mentor, tous ceux à qui il s'attache un tant soit peu finissent par mourir, s'il ne les abandonne pas à temps. Il est lui-même réduit à sa fonction d'arme, nourri par la soif de vengeance, entièrement dédiée à l'efficacité. Nourrir ses plaies, c'est nourrir l'animal qui surpasse les autres. Aucun plaisir chez ce personnage. D'ailleurs, il doit tout de même, comme un vampire, se nourrir de sang. Il boit une substance de synthèse qui lui permet de se régénérer et de se sentir rassasié, sans devenir lui-même un monstre. Je te parlais du risque de la perte de contrôle tout à l'heure. Si Bladounet loupe son goûter, laisse tomber. Il devient incontrôlable et peut s'en prendre à n'importe qui pour obtenir le sang qui lui permet de faire fonctionner la machine. Voilà donc une arme, comme toutes les armes, qui ne demande qu'à exploser dans la sauvagerie. Mais Blade ne vit que dans le contrôle. Tout est entraînement, tout est maintien de la mécanique. Il accepte de boire la potion infâme, de ne jamais étancher sa véritable soif pour devenir toujours meilleur, toujours plus invincible, toujours plus la lame parfaite, impassible, prête à accomplir sa tâche éternellement. Quand j'ai commencé à réfléchir au type de personnage que j'allais te proposer pour illustrer l'exercice de sophronisation du jour qui s'appelle la sophrostimulation projective, je vais t'en reparler dans un instant, eh bien c'est tout de suite l'image du vampire qui m'est venue. Alors c'est vrai qu'au début je me suis dit je vais présenter le vampire en général et puis après j'ai eu envie quand même de plutôt porter mon propos sur Blade, même si j'ai un peu fait de détour sur le mythe vampirique, très bref comme détour. Pourquoi ? Parce que Blade il a un côté, même si je te l'ai dit il est très stéréotypé évidemment, mais c'est quand même un héros qui sort un peu du lot, je trouve, déjà esthétiquement, et puis dans sa manière d'être. Franchement, il n'est pas sympa, Blade, il est pas, mais il n'a pas non plus le côté bourru, un peu bad boy, genre Wolverine d'ailleurs, dont je vais te parler dans un instant. C'est vraiment un bloc de glace et il est là pour faire ce qu'il a à faire. C'est assez rare qu'on n'humanise pas tant les émotions ou les motivations du personnage, même si en réalité il a sans doute les causes en fait à son obsession pour les vampires ou contre les vampires, une histoire qui est dramatique dont il ne se relève pas. C'est vraiment un personnage qui ne vit que dans l'enfer. Donc c'est assez beau comme présentation de quelqu'un qui fait le choix d'être la réponse. Même si, en vrai, du coup, ça l'oblige à être très froid avec ceux qu'il protège, il est celui qui se dresse face au mal. Et pour ça, il sacrifie tout, y compris son humanité. Donc c'est, je trouve, quelque chose d'intéressant comme réflexion. Et puis, je dois t'avouer aussi qu'en 98, moi, Blade, ça a fonctionné de ouf sur moi en termes d'esthétique. C'était trop stylé, il y avait de la musique stylée, etc. Je ne l'ai pas revu à part la scène d'intro mythique. Je sais pas, je crois pas que ça passerait encore vraiment aujourd'hui. Ça doit être daté, j'imagine, c'est même sûr. Mais bon, c'est un bel objet culturel malgré tout. Alors, j'ai donc choisi de te parler de Blade aujourd'hui et
du vampire en général, parce que l'exercice du jour sert à une seule chose, un seul objectif, c'est favoriser la reconstruction physique. C'est sa seule fonction à cet exercice-là. Alors, c'est une seule fonction qu'on a déjà vue pour un autre exercice, une autre sophronisation qui s'appelait la psychoplastie sophronique et que je t'avais présenté justement avec Wolverine. C'est marrant qu'il me soit revenu juste avant. Il y a assez peu de différence entre les deux en réalité, comme ça sur le papier, mais en vrai ces deux exercices de sophronisation là ne viennent pas jouer sur la même chose. Donc d'abord je te rappelle, ce sont deux exercices qui sont du 2e degré. Le 2e degré, si tu écoutes ce podcast, allez, l'articulation régulièrement, tu sais que ça concerne l'observation et la futurisation, c'est-à-dire qu'on va aller se projeter dans le futur avec le futur qu'on souhaite du coup. Et puis on va aussi vraiment être plus dans le fait de regarder ce qui se passe à l'intérieur de soi, regarder comment les choses se manifestent réellement dans le corps, dans les ressentis, etc. Dans ces deux exercices, on a vraiment les deux pans au complet, l'observation et la futurisation. L'idée dans les deux cas, c'est de venir visualiser comment le corps se bat pour se rebooster, pour tirer profit au maximum de soit ses ressources à lui propres, ça c'est la première version que je t'avais présentée avec Wolverine, soit grâce à ce qui permet de l'aider, c'est-à-dire ça peut être un traitement en cours par exemple, ce genre de choses-là. Comment cette ressource-là va permettre d'aider la guérison, d'aider le meilleur fonctionnement d'une fonction corporelle. Alors c'est justement là qu'il y a la petite nuance, c'est que dans le premier exercice que je t'avais présenté, la psychoplastie sophronique que je t'avais présenté avec Wolverine, on est plutôt en train d'imaginer les cellules et comment elles se battent pour se régénérer, se guérir, se retransformer pour redevenir saine. C'est pour ça que j'avais choisi Wolverine, puisque lui se régénère naturellement, puisque c'est son pouvoir de mutant, c'est de guérir en permanence. Là, dans l'exercice qui nous concerne aujourd'hui, il faut quelque chose d'extérieur et il s'agit de remettre en route ou de mieux utiliser une fonction du corps. En gros, c'est la différence entre ce qu'on appelle le physique. Le développement physique, c'est la croissance des os, par exemple. C'est concrètement ce qui compose le corps. Et puis, l'autre versant, c'est plutôt le côté qu'on appelle physiologique. Et ce qu'on appelle physiologique, c'est justement ce qui va être produit pour aider le corps à fonctionner. Par exemple, des enzymes, des hormones, etc. Tout ce qu'on va venir sécréter, créer pour justement faire fonctionner la machine. Dans l'exercice du jour, ça peut être soit quelque chose que le corps produit, soit une ressource extérieure, comme je te le disais tout à l'heure, du type traitement, etc. Je fais un gros disclaimer là tout de suite, c'est vrai que je ne l'ai pas fait depuis longtemps. En sophrologie, il n'est absolument pas question de prétendre amener à une quelconque guérison de maladie. Si un ou une sophrologue vous dit ça, je te conseille, Pompon, de fuir assez rapidement, parce que non, on n'est pas des guérisseurs. En revanche, nous, notre travail, c'est de venir t'aider à supporter ton traitement, à l'accueillir de la meilleure manière possible, à te mettre dans des conditions qui te permettent de recevoir ce traitement de façon efficace. Donc on va venir t'aider sur le mental, sur ta manière aussi de percevoir tes capacités physiques, d'accueillir tout ça, de résister aussi sur la durée, parce qu'il y a des traitements qui sont longs. Je pense par exemple évidemment à des chimiothérapies qui ont en plus la particularité d'être des traitements
qui ont plus de conséquences tout de suite sur la personne que la maladie elle-même. Je ne sais pas si tu vois ce que je veux dire, mais la chimio rend malade, alors que parfois le cancer, en tout cas dans la forme qu'il a au moment où la personne commence son traitement, n'a pas d'incidence directe sur la santé visible de la personne. Donc du coup ça rend le traitement extrêmement anti-intuitif à accueillir, puisque faut accepter quelque chose qui nous fait mal alors qu'à la base on n'avait pas mal. Donc il y a quand même, c'est compliqué pour le cerveau et pour le corps d'accepter ce genre de choses. Donc nous, à aucun moment on ne guérit, que ce soit bien clair. C'est pas parce qu'on parle de thérapie, hein, c'est une thérapie, oui, mais on n'est pas des guérisseurs. On vient t'aider à accueillir, dans ces cas de figure-là et dans ces objectifs-là, bien sûr, on vient t'aider à accueillir la médecine traditionnelle, entre guillemets, ou toute forme que tu auras choisi d'adopter, mais dans tous les cas, on te conseillera toujours de te tourner vers la médecine et puis après de t'aider avec ce que tu souhaites et ce que tu sens. Parenthèse et disclaimer terminé. Donc, tu l'as compris, ce sont deux exercices qui se ressemblent énormément. J'ai pris des personnages qui ont un peu la même particularité de se régénérer, de pouvoir potentiellement être éternel, puisque tout se guérit, rien n'atteint le corps de manière rédhibitoire. Là, ce qui m'intéressait avec Blade, c'est qu'il a besoin de ce sang de synthèse pour continuer à fonctionner. Et continuer à fonctionner, pas seulement continuer à survivre, mais aussi continuer à fonctionner dans la fonction, pardon pour la répétition, mais dans le rôle en tout cas qu'il s'est attribué, de la manière dont lui se conçoit lui-même. Lui, c'est un chasseur de vampires. Pour rester chasseur de vampires, il a besoin d'étancher sa soif de manière propre, entre guillemets, et de ne jamais, jamais risquer de se laisser déborder par cette soif, de ne jamais perdre le contrôle. Donc, pour lui, c'est un moyen de venir rebooster son corps, recharger ses batteries, guérir toutes ses blessures de combat, etc., pour pouvoir repartir à nouveau dans l'action. Tu l'auras compris également, aujourd'hui, c'est évidemment pas une sophronisation qui va s'adresser à qui que ce soit. Même si tu es dans un cas de figure où tu pourrais avoir besoin de cette sophronisation, c'est absolument pas quelque chose qu'on pratique comme ça de but en blanc. C'est pas un exercice qu'on propose dans la première phase, d'ailleurs, la phase curative, c'est un exercice qu'on propose dans la deuxième phase, quand on a bien préparé le terrain, bien tout élagué avec le sophronisé, donc la personne qu'on reçoit. Donc là, moi, je vais te proposer presque une lecture de l'exercice pour que l'exemple existe ici, comme d'habitude. On essaye de faire une sorte de petit abécédaire des exercices à travers les héros, mais voilà, je vais même pas animer la relaxation au début. Donc si ça t'intéresse de voir à quoi ça ressemble, tu peux rester, mais sache bien que ça ressemble pas du tout à ce qu'on ferait évidemment pour de vrai. Là, je vais aller très vite, je vais pas faire de pause, je vais pas prendre le temps de relaxer, etc. C'est juste pour que ce soit posé à titre d'exemple. Je le fais aussi sans animation pour empêcher d'éventuelles têtes brûlées de le pratiquer quand même, parce que ça n'aurait vraiment aucun sens sans protocole, sans accompagnement, etc. Ce disclaimer étant fait, du coup, pour une fois, même si tu es atteint de schizophrénie ou d'un TDI, comme je n'anime pas la sophronisation, tu peux rester si jamais ça t'intéresse sans danger, puisque là, pour le coup, il n'y aura pas de dissociation possible, on va être très peu dans la relaxation. Et puis, ma foi, je vais commencer dès à présent. Comme d'habitude, je vais te demander de commencer par porter attention à ton crâne. Essaie de l'imaginer s'étirer, se détendre jusqu'aux oreilles. Laisse ton front se lisser. Laisse tes sourcils s'écarter légèrement. Sens tes paupières plus lourdes sur les yeux.
Laisse tes tempes et tes joues se détendre. Laisse ton nez se relâcher. Concentre-toi sur ta respiration calme, régulière. Apprécie l'air frais qui entre dans les narines et l'air chaud qui en ressort. Laisse cette chaleur régulière détendre tes lèvres. Relaxe complètement tes mâchoires. Laisse la langue se reposer sur les dents inférieures. Et rappelle-toi que tu peux avaler naturellement à tout moment. Prends conscience que toute ta tête est relaxée. Accueille maintenant cette détente dans ta nuque. Laisse-la envelopper ton cou doucement. Laisse tes épaules s'abaisser légèrement. Sens les muscles de tes bras s'étirer jusqu'au coude. Laisse tes avant-bras se reposer lourds. Relâche tes poignets. Détends complètement tes mains jusqu'au bout de tes doigts. Prends conscience que tes membres supérieurs sont détendus. Essaie maintenant de créer de l'espace entre tes omoplates. Laisse ton dos s'étirer, se relaxer tout le long de la colonne jusqu'en bas du dos. Concentre-toi sur ta respiration dans les côtes. Amplifie légèrement ton souffle, les inspirations, les expirations. Et laisse ce souffle détendre tes côtes. Relâche complètement ton torse. Laisse ton ventre se dénouer. Relâche le bassin et les fessiers. Prends conscience que tout ton buste est relâché. Laisse maintenant tes cuisses se détendre, s'amollir. Repose tes genoux. Laisse tes mollets s'étirer. Relâche complètement tes chevilles. Et laisse tes pieds se relâcher jusqu'au bout de chaque orteil. Prends conscience que tes jambes sont relaxées. Prends conscience que tout ton corps est calme et détendu. Porte maintenant attention à la partie défaillante de ton corps. Observe ces mécanismes. Accueille les différentes sensations qu'elles te procurent. Prends conscience de cette zone comme un point isolé de ton corps. Repère maintenant les éléments réparateurs dont elle a besoin. Stimule les ressources nécessaires à son rétablissement. Augmente leur intensité. Développe leurs effets. Renforce leurs actions à chaque respiration. Prends conscience de la puissance de tes ressources. Je te propose maintenant de t'imprégner de ces ressources, à mon signal et à mon signal seulement. En gonflant le ventre, tu retiendras la respiration et tu inscriras ces ressources fort dans ta tête, puis tu souffleras doucement pour les diffuser partout dans ton corps. C'est à toi. Inspire. Retiens ta respiration et écris ces ressources dans ta tête. Et souffle doucement pour les diffuser partout. Retrouve ta respiration normale. Ancre ces ressources en toi.
Prends conscience de ton corps rétabli. Je te propose maintenant de te projeter dans quelque temps. Imagine-toi rétabli, en pleine forme. Imagine que les soucis appartiennent au passé. Prends conscience de ton potentiel. Intègre ces sensations. Souviens-toi que ces sensations restent présentes en toi. Pense à les activer dans ton quotidien. Reprends contact avec les points d'appui de ton corps. Sens l'arrière de ta tête, tes bras, ton dos, ton bassin, tes jambes, tes talons. Imagine l'espace dans lequel tu es installé. Reprends conscience des bruits extérieurs en dehors de la pièce où tu te trouves. Inspire profondément pour te dynamiser et souffle fort par la bouche. Retrouve ta respiration naturelle. Tu peux bouger progressivement les mains, les épaules, les pieds. Bouge légèrement tout le corps, étire-toi, bâille si tu en as envie. Et lorsque tu seras prêt, tu pourras ouvrir les yeux. L'exercice est terminé. Voilà pour cet exemple de lecture d'exercice et non pas d'animation d'exercice. Si tu es encore là, mon pompon, je te remercie d'avoir écouté l'épisode. J'espère qu'il t'a plu. Je te dis comme d'habitude à lundi prochain. Et d'ici là, n'oublie pas, respire, baisse tes épaules et relève le menton, mon petit pompon.